الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشهر مبارك للجميع. Je me remercie de m'avoir invité pour participer à cette soirée ramadanesque. Ouais, c'est pas évident et particulièrement de parler de certaines particularités de ce mois sacré. Et on sait que le sommeil est particulièrement important au cours de ce mois, particulièrement parce qu'il est altéré par les habitudes qui s'implantent au cours de ce mois de Ramadan. Je vais essayer un peu d'être un peu léger parce que c'est pas évident de parler du sommeil en 20 minutes comme ça a été instauré par notre président. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est un état particulier qui va se traduire par une suspension périodique, mais réversible et naturelle de la vie consciente. Ça y est, on va. C'est un phénomène actif, ça veut dire que c'est la personne qui décide qu'elle va dormir. Et il est important sur le plan aussi bien quantitatif que sur le plan qualitatif. Vous savez qu'on passe à peu près 8 heures de sommeil par jour. Et si on compte, c'est-à-dire qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Donc un tiers de notre vie à dormir, ça veut dire si vous vivez 60 ans, vous avez dormi 20 ans. Et donc 20 ans, vous étiez encore jeune. Et 20 ans, c'était pour travailler réellement. C'est pas sûr qu'on va travailler les 20 ans. Ça veut dire que vraiment notre vie se résume à 20 ans plutôt qu'à 60 ans. Et donc, le sommeil, c'est notre source principale de récupération. Dans ce diagramme, je vous donne une nuit de sommeil, juste pour savoir un peu qu'au cours de notre nuit, on doit passer obligatoirement par différents cycles de sommeil. Et chaque cycle de sommeil, il est important. Dans ces cycles de sommeil, vous voyez ici, on va s'endormir en ce moment-là. On va commencer un premier stade de sommeil léger, un deuxième stade de sommeil léger, et puis on entre dans ce qu'on appelle le sommeil lent profond. Ce sommeil lent profond, c'est le sommeil qui est caractérisé par certaines ondes particulières qui permettent la récupération et qui ont un rôle aussi ce qu'on appelle dans la mémorisation. Et puis vous avez ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Paradoxal parce que l'organisme se trouve en atonie musculaire totale, totalement relâché, et en même temps, il fait ce qu'on appelle des mouvements oculaires rapides. Donc il y a un certain contraste entre l'atonie et certaines activités oculaires musculaires qui est rapide. C'est le sommeil où on rêve, en résumé, où on fait nos rêves. Dans la première partie du sommeil, on a un premier cycle qui est fait surtout de sommeil profond, avec peu de sommeil paradoxal. C'est pourquoi on ne se rappelle pas des rêves de première nuit, du début de nuit, on se rappelle surtout des rêves de fin de nuit. Au fur et à mesure que dans le deuxième cycle, on va voir se raccourcir cette période de sommeil lent profond et s'allonger la période de sommeil paradoxal. Troisième cycle, la même chose. Quatrième cycle, vous voyez que le sommeil paradoxal s'allonge. Et le dernier cycle, pratiquement, il ne fait que de sommeil paradoxal. Pourquoi on a ce sommeil lent profond qui vient ici? Parce qu'on a ce qu'on appelle une pression de sommeil qui s'emmagasine au cours de la journée. Cette pression de sommeil fait qu'on a un crédit de sommeil qu'on doit faire au début de sommeil lent profond. Une fois que ce crédit il est fini, c'est le sommeil paradoxal qui suit un rythme cyclique dans la vie. Et ce rythme cyclique, pourquoi il est caché ici? Parce qu'il est caché par ce sommeil lent profond. Donc,
Vous imaginez que si on fait uniquement 2 cycles, on va faire peu de sommeil paradoxal. Si vous faites 4 à 5 cycles, vous allez faire tous les stades de sommeil de manière équitable. Donc le sommeil, c'est une fonction vitale, puisque les expériences ont montré que chez l'animal, si on fait une privation prolongée de sommeil chez le rat, on va aboutir à la mort. C'est dire l'importance du sommeil. Il y a même des expériences de privation de sommeil chez l'homme qui n'ont pas conduit à la mort. Donc, vous voyez cette expérience record, 264 heures et 11 jours de privation de sommeil. Donc, ça conduit à quoi? Il conduit surtout à des troubles d'attention, de mémoire, de langage, à une irritabilité importante, à une agressivité et à des hallucinations visuelles. Heureusement, ce n'est pas la mort, mais vous imaginez déjà comme ça, donc cette personne-là, ça revient au stade animal, hein, c'est vraiment... Donc, pour résumer, quelles sont les principales fonctions? Il y a beaucoup de fonctions du sommeil en réalité, mais pour résumer, surtout vous avez la récupération de la fatigue physique et mentale, la croissance et la maturation du système nerveux. C'est pourquoi le sommeil est important chez l'enfant, jusqu'à l'adolescence. Lorsqu'on dit croissance, c'est-à-dire en nombre, et la maturation, c'est tout ce qui est synapse au niveau du système nerveux, ça continue à s'accroître et grâce au sommeil. Et puis, un rôle important dans la mémorisation et l'organisation des informations qu'on a acquises dans la journée. Vous voyez ici d'autres fonctions de sommeil. La conservation de l'énergie. Les animaux qui sont en hibernation, pourquoi ils font l'hibernation? C'est un moyen de conserver l'énergie au cours de la saison froide. La fonction réparatrice et restauratrice de l'organisme, les cellules qui posent des problèmes sur le plan croissance ou qui ont des dérivations sur le plan génétique seront réparées au cours du sommeil. Ce qu'on appelle la consolidation mnésique, c'est-à-dire que les synapses au cours du sommeil s'organisent. Il y a une réorganisation des synapses nerveuses et donc ça a un rôle dans la mémorisation et tout ce qui est apprentissage. Donc il y a d'autres fonctions, je ne vais pas tarder ici, sur le plan hormonal, sur le plan émotion. Le sommeil joue un rôle important dans la récupération des performances au cours de la journée. Au cours de la journée, dans les 17 premières heures de veille, vous avez les performances qui sont stables. Mais une fois que vous avez passé 17 heures, vous allez voir que vos performances vont commencer à diminuer pour être le plus bas, pratiquement vers le milieu de la nuit. Ça veut dire quoi? Que vous aurez plus de risques de commettre des erreurs si vous ne dormez pas au cours de cette partie-là. Ce graphique-là nous montre qu'il y a des accès d'accidents, du nombre d'accidents, lorsque on ne dort pas assez ou lorsque on est en pression de sommeil importante. Dans la journée, dès qu'on se réveille, la pression de sommeil commence à s'accumuler, de ce qu'on appelle l'homéostasie. Il est dû surtout à l'accumulation de ce qu'on appelle l'adénosine. Cette adénosine, en s'accumulant au cours de la journée, elle va arriver en fin de journée à une certaine dose pour stimuler le sommeil. Donc si vous ne dormez pas au moment où il est au maximum, ça va poser un problème pour l'organisme. Et donc, dès qu'on avance dans la journée, la pression de sommeil augmente et donc il y a un risque plus important de somnolence et donc un risque plus important d'accident. Vous voyez ici dans cette étude-là, on a chiffré le nombre d'accidents à certains moments de la journée et on voit qu'il y a des accès d'accidents vers cette période-là, entre 15h et 19h.
avec un autre accès vers 5 heures du matin, 6 heures du matin. Ça veut dire que notre perception de l'entourage diminue en ce moment-là. Donc il y a ce qu'on appelle le processus homéostatique, cette pression de sommeil qui est due à cette adénosine qui s'accumule dans la journée, mais il y a un autre élément important dans la régulation de sommeil qui est l'horloge biologique. C'est ce qu'on appelle le processus circadien. Vous savez qu'il y a plusieurs rythmes biologiques qui obéissent à un certain rythme dans la journée. Tous ces rythmes-là, ils sont dictés par l'horloge biologique. Cette horloge-là, elle existe à ce niveau-là, au niveau des noyaux suprachiasmatiques. Et elle va dicter le rythme, les différents rythmes biologiques de la vie. Cette horloge-là, elle est conditionnée par certains éléments extérieurs et particulièrement par la lumière. Et donc la lumière joue un rôle important pour dicter le rythme de cette horloge biologique. Je ne vais pas parler des différents rôles de l'horloge biologique, mais vous voyez ici que déjà vous voyez plusieurs flèches partout concernant les différents rythmes. Lorsqu'on dit rythme biologique, ce n'est pas uniquement la sécrétion hormonale, mais tout ce qui concerne les activités motrices, les troubles, les activités de mémorisation, et donc et même sur le plan cellulaire. Les cellules, ils ont un certain rythme qui est dicté par l'horloge biologique. Et on a même mis en évidence des gènes qui codent cette horloge biologique chez l'individu. Donc, cette horloge biologique est le chef d'orchestre qui va permettre aux fonctions biologiques d'être exprimées au bon moment. Donc, quels sont les éléments les plus importants pour le sommeil dans les rythmes biologiques? Deux éléments. Vous avez la température, elle doit être basse lorsqu'on veut dormir. Donc, s'il est élevé, ça rend difficile le sommeil. La mélatonine, une hormone importante pour déclencher le sommeil, qui est sécrétée par la glande pinéale, et cette hormone doit être en son taux le plus élevé lorsque on veut dormir. Deuxième élément, il faut que cette horloge biologique soit en phase avec les différentes horloges. Donc vous avez l'horloge biologique, vous avez aussi l'horloge cosmique qui est le jour-nuit, et vous avez aussi l'horloge sociale. L'horloge sociale, c'est-à-dire nos activités, la nourriture, la télévision, l'ordinateur, les soirées, les rencontres, tout ça, n'imaginez pas que ça passe comme ça. L'horloge biologique mémorise ça. Il reconnaît que lorsque tu vas dîner, c'est proche du sommeil, c'est loin du sommeil. Et donc, elle mémorise ça et elle va s'adapter à partir de ça. Dans cette expérience-là, on a mis un individu isolé de la lumière pendant plusieurs jours et isolé tous les éléments qui lui permettent d'indiquer le moment de la journée. Parce que si vous savez le moment de la journée, vous pouvez programmer votre horloge biologique, même s'il n'y a pas de lumière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Remarquez ici, il est là dans les conditions habituelles, il dort à une certaine heure, il se réveille à une certaine heure. Dès qu'on a commencé à le placer dans ces conditions d'obscurité totale, regardez ce qu'il a fait. Il commence à décaler son horaire d'endormissement chaque jour. Chaque jour pour se retrouver à des heures d'endormissement qui sont totalement absurdes. 4 heures du soir, puis 6 heures du soir, puis 8 heures du soir. Pourquoi? Parce que l'horloge biologique, il a une durée, un rythme qui est différent de notre horloge cosmique. L'horloge cosmique, c'est 24 heures, mais l'horloge biologique n'a pas 24 heures. C'est pourquoi elle a besoin de ce qu'on appelle les synchroniseurs externes. Pour chaque fois, pour qu'elle soit mise à l'heure. Et le premier synchroniseur, c'est la lumière. C'est la lumière qui vous permet de se synchroniser avec la vie, l'horloge biologique. Donc pour bien dormir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une relation de phase normale ou synchrone entre l'horaire choisi,
C'est quoi l'horaire choisi? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une pression de sommeil qui s'accumule et il y a un moment où vous devriez dormir. Donc ce point-là, elle doit être synchrone avec l'horaire programmé par l'horloge biologique. S'il y a un décalage, il y aura des problèmes d'endormissement et de sommeil. Donc voilà, je ne pense que ce n'est pas le moment pour vous expliquer ça, mais c'est juste pour vous montrer ici la mélatonine. Regardez ici, la mélatonine, en début de nuit, si on veut dire, elle va commencer à augmenter. Pourquoi? Parce que c'est l'obscurité. C'est pourquoi les animaux, dès qu'il y a un peu d'obscurité, si vous êtes à la campagne, vous allez constater qu'ils vont directement dormir. Ils obéissent à l'horloge cosmique. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette obscurité, et on va prendre de la lumière, et on va prolonger notre journée. Si on prolonge notre journée, on décale notre horloge biologique. Et donc on décale aussi cette sécrétion de mélatonine, et on décale aussi cette diminution de la température qui va nous permettre de dormir. Et après, si vous décalez, il serait plus difficile de revenir en arrière par la suite. S'il n'y a pas de synchronisation, quelles sont les conséquences? Voici les conséquences. Tout d'abord, vous aurez des problèmes d'endormissement. Vous aurez un sommeil qui est fragmenté, même si vous dormez, il sera fragmenté. Il sera peu efficace, c'est-à-dire que les différents stades de sommeil dans l'appareil ne seront pas bien répartis. Il y a risque de troubles métaboliques, en particulièrement de l'hormone de croissance. Donc ça veut dire que ça joue un rôle important chez les enfants. C'est bien, ça se joue un rôle dans la croissance. Des troubles musculaires, des troubles digestifs, des troubles cardiovasculaires, et même en classe actuellement, le travail posté, c'est lorsqu'on veut travailler, on inverse le rythme, on travaille la nuit, et on veut dormir, parce qu'on ne dormira jamais comme on veut dormir le soir, la journée, et ce travail posté, il est classé actuellement comme carcinogène. Il y a un risque de cancer à cause de ce travail posté, particulièrement chez la femme, pour le cancer du sein. Et donc vous aurez des problèmes au cours de la journée de la fatigue, problèmes de vigilance, avec difficultés de concentration et de mémoire, les troubles de l'humeur. Donc généralement, vous aurez des gens très irritables, sha'alin, Mais notre sommeil actuel, il est fixé par quoi? Vous avez des horaires de réveil qui sont fixés par les contraintes de travail, mais les horaires d'endormissement, malheureusement, ils sont retardés à cause de cet asynchronisme entre l'homéostasie et l'horloge biologique. Et qu'est-ce qui va se passer? On sera dans une condition de privation de sommeil chronique. Cette privation de sommeil, les différentes études ont montré que ça entraîne de la somnolence diurne excessive, des troubles d'attention de la mémoire continue, comme j'ai dit tout à l'heure, comme les troubles du rythme circadien dont on a parlé tout à l'heure, et puis même ça retentit sur les performances. Comme on a montré tout à l'heure, il y a un rôle important dans le sommeil, dans l'amélioration des performances. Il faut savoir que la prévalence de la somnolence dans la population générale, dans les études internationales, c'est autour de 6%. Donc vous savez que si la somnolence est une cause importante d'accident de la route, malheureusement souvent c'est classé excès de vitesse, mais dans nos consultations, les patients qui ont ces problèmes de somnolence, si vous leur posez la question, combien vous avez raté 2 fois l'accident, ça ne rate pas. J'ai dévié 1 fois, ça veut dire quand même que c'est souvent les accidents qui sont classés comme accidents de vitesse, il y en a beaucoup qui sont dus à ce problème de somnolence. Revenons au Ramadan. Donc c'était important pour cette introduction concernant le rôle du sommeil.
Le ramadan, comme vous savez, il oblige tout musulman à jeûner du lever jusqu'au coucher du soleil. Mais il y a des changements du rythme de vie. Avec particulièrement le changement du rythme de sommeil. Il y a une étude, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites concernant le jeûne de manière globale et le sommeil. Et il y a même des études qui ont été faites sur le jeûne du ramadan. Et il y a cette méta-analyse qui concerne le jeûne et qui montre le vrai jeûne. Hein. On ne parle pas du jeûne, de notre jeûne de ramadan. Le jeûne médical. Dans le jeûne médical, vous avez plusieurs types de jeûnes. Et parmi les jeûnes, vous avez ce qu'on appelle le jeûne alterné. Le jeûne alterné, c'est le jeûne qui devrait correspondre au ramadan. Ça veut dire quoi, alterné? Ça veut dire que toutes les 12 heures, on donne à la personne à manger. Toutes les 12 heures, jusqu'à parfois, dans certains rythmes, 36 heures, mais le rythme qui correspond à ramadan, c'est ça. Toutes les 12 heures, on devrait donner à la personne à manger, une fois. Est-ce que notre jeûne, il correspond à ça? Non. Et donc ce jeûne-là, le jeûne, dans cette méta-analyse, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'au contraire, le jeûne, il améliore les niveaux de vigilance. Il améliore l'humeur. Il donne un sentiment subjectif de bien-être et parfois même d'euphorie. Et ces améliorations de l'humeur ont un effet aussi chez les patients qui ont des problèmes dépressifs. Et c'est une étude méta-analyse qui est récente, qui a été publiée en 2013, et qui prouve que le jeûne, au contraire, il améliore la qualité de vie au lieu de la détériorer. Il y a des études qui ont intéressé aussi le sommeil, la qualité de sommeil, et le ramadan, pour qu'il soit bénéfique, il devrait correspondre au moins à la définition du jeûne alterné. Jeûne alterné, c'est-à-dire un bon repas et pas d'autres repas. Malheureusement, il s'agit uniquement d'une inversion dans nos activités. La nuit devient le jour et le jour devient la nuit. Avec ses repas, avec ses activités, avec ce que tu veux. Et le jour devient la nuit, avec le sommeil, avec rien, on ne fait rien, on fait tout. Donc, c'est ça le... Et donc, le profil du sommeil en ramadan, il se résume comme ça, pratiquement. Dormir très tardivement, parfois jusqu'à vers 4 heures. Dormir au cours de la journée. Une durée de sommeil qui est très raccourcie. Avec des habitudes éveillantes, un café, repas copieux. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on se place dans l'état de privation de sommeil. Et donc, vous imaginez, si on se place dans ce cas, tout ce qu'on met sur le compte du jeûne, ce n'est pas le jeûne, c'est le sommeil. Puis, vous avez ce qu'on appelle les désynchroniseurs. Au lieu qu'on utilise les synchroniseurs pour synchroniser l'horloge avec l'homéostasie, on est en train d'utiliser des synchroniseurs. Et donc, une lumière prolongée, des soirées conviviales, la TV, le PC, le sport le soir, il augmente la température, il donc rend difficile le sommeil. Le repas copieux, les études ont montré que le repas augmente la température, et donc rend difficile le sommeil. Et donc, il y a un décollage de retard de phase, ce qu'on appelle le retard de phase, qui va poser des problèmes au niveau du sommeil. Et donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a des études aussi sur le ramadan, qui sont publiées dans le Medline. Et ces études-là, ils ont montré, particulièrement, sont faites par des équipes saoudiennes, et il y a une étude très intéressante qui a été faite par le Hassan Thani al-Fath al-Ramadan, une étude très intéressante sur le sommeil et sur les activités de manière générale. Donc, ces études-là, qu'est-ce qu'ils montrent globalement? Qui montrent que, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une réduction de la latence d'endormissement avec des réveils précoces. Donc, je fais abstraction de ça. Il y a une somnolence. Le somnolence ne serait pas modifiée si on a démontré aussi que si on respecte la durée du sommeil,
il n'y aura pas de somnolence. Ça veut dire que ce n'est pas le jeûne, c'est notre activité de sommeil. Et puis, un élément important, le repas nocturne. Le repas nocturne augmente la température. Et donc, si elle augmente la température, elle va... Voilà, c'est le repas de nuit, surtout le repas lorsqu'on... C'est ça le... Ça, c'est sur Ramadan, ça. Donc, vous voyez ici que si on ajoute un autre repas, vous augmentez la température. Et le sommeil devient très difficile si vous augmentez la température du corps. Et puis, l'architecture du sommeil. On a plus de sommeil lent profond et moins de sommeil paradoxal. On rêve moins. On rêve moins, on mémorise moins. Difficulté de mémoriser, difficulté de s'adapter à la vie quotidienne, ce qui s'est passé à la journée. Et on fait plus de sommeil lent profond. Pourquoi? Parce qu'on est en dette de sommeil. On a un crédit de sommeil qu'on essaie de redonner. Mais quand on a un crédit de sommeil, tout votre sommeil sera uniquement sous forme de sommeil lent profond. Peu de sommeil paradoxal. Et donc il y a un lien étroit entre l'alimentation nocturne et les modifications du sommeil. Bien sûr, je ne vais pas parler de ça, juste pour dire que les troubles gastriques, si on mange plus d'acidité, plus de micro-éveil, sommeil modifié. Deuxième chose, la privation de sommeil, c'est une source d'obésité, parce qu'il y a deux hormones qui sont la ghréline et la leptine, une qui est responsable de la sensation de satiété et une qui est responsable de la sensation de faim, il y aura plus de sensation de faim lorsqu'on dort moins. Et on va manger plus, et on mange plus calorique. Et c'est une source d'obésité. Et dans une étude, et on a même montré qu'il y a une augmentation de plus de diabétiques en cas de privation de sommeil à cause de l'intolérance à la résistance à l'insuline. Et une étude algérienne qui a étudié le nombre de diabétiques après le mois de Ramadan. Il a montré qu'il y a une augmentation du nombre de diabétiques à la sortie du Ramadan à cause de cette modification de... Et donc, si on veut résumer en tant que conseil, il faut respecter l'objectif du jeûne. Un repas équilibré et non copieux, et respecter le maximum le sommeil. En entrant précocement au lit, il ne faut pas dire ça y est, il faut remplacer le sahar. Non. Entrer précocement au lit, le plus proche de l'heure biologique, faire des siestes de récupération. Mais lorsqu'on dit sieste de récupération, ce n'est pas un sommeil diurne, mais c'est des siestes courtes. Et éviter les désynchroniseurs dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr, éviter, lorsqu'on va manger le café, la nicotine, éviter l'ordinateur, éviter les soirées éveillantes, éviter la lumière intense le soir, éviter le sport le soir, éviter la sieste tardive. Si on va faire une sieste, il ne faut pas la faire. Non, si tu vas faire une sieste, il faut la faire précocement. Et préférer les douches bains chauds. Donc j'espère qu'avec ça, on vivra mieux notre Ramadan, on dormira mieux et on profitera de l'intérêt du jeûne comme on profitera de l'intérêt du sommeil. Je vous remercie.